les femmes font plus d'accidents de décompression que les hommes. Alors pourquoi personne ne leur dit? Est-ce que tu sais que si tu es une plongeuse, tu as statistiquement quasi 5 fois plus de risque de faire un accident de décompression qu'un plongeur homme? 5 fois! Pas 20%, 30%, non, 5 fois! Et pourtant, dans ton club, dans ta formation, dans les briefings avant la plongée, personne ne t'en parle. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ici, en 2026, une équipe de chercheurs de Dan Europe a publié la plus grande étude jamais réalisée sur les accidents de décompression en plongée loisir. Presque 128 000 plongées ont été analysées auprès de quasi 6 000 plongeurs et plongeuses. Ça, sur plusieurs années, c'est juste énorme. C'est ce qui rend les résultats vraiment super fiables. Alors, dans leurs conclusions, parmi toutes les plongées ayant donné lieu à un accident de décompression, c'est ce qu'ils ont étudié évidemment, les femmes sont massivement représentées, surreprésentées même. 1,25% des plongées féminines ont causé un accident contre 0,38% chez les hommes. Et avant que tu dises « Oui, mais les femmes, elles plongent peut-être différemment, et gna 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 », les chercheurs, ils ont tout vérifié. La profondeur, la durée, la vitesse de remontée, la fatigue, l'état mental, le matériel. Même quand on neutralise tout ça, eh bien la différence, elle reste. Donc c'est pas une question de comportement en plongée. Pour comprendre pourquoi personne ne parle jamais de ça, évidemment, il faut remonter à la façon dont les règles de sécurité en plongée ont été construites. Toutes les tables de décompression, tous les algorithmes dans ton ordinateur de plongée, toutes les recommandations sur les vitesses de remontée, tout ça a été développé évidemment à partir d'études faites, sur des hommes. Des plongeurs militaires, des scaphandriers pros, tous des hommes, ou quasi. Ton ordinateur de plongée, il sait pas que tu es une femme en vrai. Il calcule ta décompression exactement de la même façon pour toi que pour un homme de 95 kilos. 95 kilos pour les Français. Il tient pas compte de ton cycle menstruel, de ta composition corporelle, de la façon aussi dont ton corps va gérer les gaz différemment. Mais oui, il applique le même modèle, un modèle universel, un modèle pensé pour un corps masculin. C'est un peu comme les gilets de sauvetage, tu vois, ils sont conçus sur un mannequin homme et on dit aux femmes, mettez-le, ça ira. Hein. Quand vous faites les tests sécurité sur les bateaux de croisière, par exemple, vous voyez, c'est les mêmes gilets pour tout le monde. Il y a 51% de la population mondiale à peu près qui sont des femmes, mais tous les instruments de sécurité, en règle générale, sont conçus souvent par des hommes, mais en tout cas, ils sont conçus pour les hommes, pour les corps des hommes. Et nous, on n'est pas nécessairement construites de la même façon. Dans d'autres domaines, comme la sécurité routière ou la médecine, cette erreur, elle a mis des décennies avant simplement d'être reconnue. En plongée, on n'est pas encore là. Alors pourquoi biologiquement? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Je vais t'en donner les principales. La graisse, elle stocke bien les gaz inertes. L'azote se dissout beaucoup plus facilement dans les graisses que dans les muscles ou dans le sang. Donc les femmes qui ont en moyenne davantage de tissu adipeux, c'est comme ça, c'est naturel, et qui ont en plus une répartition différente de ces tissus adipeux, elles sont plus soumises. C'est-à-dire que leur corps peut absorber plus facilement plus d'azote lors d'une plongée que le corps d'un homme. Et cet azote, il doit être évacué évidemment soigneusement à la remontée. Les hormones sexuelles, les œstrogènes et la progestérone influencent le système vasculaire, mais aussi l'inflammation et la coagulation sanguine, et la perméabilité des vaisseaux sanguins. Bon, alors ça fait un peu scientifique, mais en fait, la maladie de décompression, c'est précisément un phénomène où interviennent les bulles, l'état des vaisseaux et l'inflammation. Oui, le lien, il est peut-être bien là. Mais personne n'a encore mené l'étude qui permettrait de le mesurer précisément. La production de bulles.
On sait aujourd'hui que 2 plongeurs qui font exactement la même plongée peuvent produire des quantités très différentes de bulles. C'est comme ça. Pourquoi? En fait, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et ce qu'on n'a jamais vraiment mesuré, c'est s'il existe une différence systématique entre les hommes et les femmes concernant la production des bulles. Cette question à elle seule, eh bien, elle pourrait expliquer peut-être en bonne partie les résultats de l'étude de Dan. Les femmes ont souvent une vasoconstriction périphérique plus importante, donc en fait elles ressentent le froid plus vite, et leur corps redirige le sang vers les organes centraux. Les femmes qui ont souvent froid aux pieds, froid aux mains, moi c'est mon cas, donc je comprends très bien ce problème, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est une question biologique. Or, la façon dont les tissus vont être irrigués, ça va influencer mais directement l'absorption et évidemment l'élimination de l'azote. À température d'eau identique, la cinétique des gaz pourrait être différente. Une autre piste que je veux aborder, parce qu'elle sort un peu de la statistique, elle vient de l'expérience. Je t'explique. Moi, mes plus grosses narcoses, je les ai faites pendant mes règles. Quand j'en parlais à d'autres plongeuses autour de moi, elles me disaient la même chose. On en riait un peu, franchement, on haussait les épaules en disant « ouais bon ». Personne, en fait, n'en faisait un sujet sérieux. Mais biologiquement, c'est pas absurde, parce que les hormones sexuelles, elles influencent certains neurotransmetteurs, la sensibilité cérébrale, l'attention aussi, la vigilance. Mais en fait, la narcose, c'est un phénomène neurologique. Et donc, si les fluctuations hormonales modifient la façon dont le cerveau va répondre à la pression de l'azote en profondeur, par exemple, alors le seuil de narcose pourrait aussi varier selon le moment du cycle. Et les femmes, ben oui, leur cycle, ça n'arrête pas de faire haut, bas avec les hormones. Et donc, c'est vraiment une piste, à mon avis, qu'on pourrait explorer. Mais est-ce que cette étude existe? Et non. Elle n'a jamais été faite parce que personne ne l'a encore considérée comme une question qui valait la peine d'être posée. Dans le milieu francophone, les plongeuses représentent à peu près 30% de l'ensemble des pratiquantes de la plongée sous-marine. Je pense qu'en Asie, aux États-Unis, on va plus aller vers les 50%. C'est quand même pas rien, ça fait quand même des milliers de plongeuses qui se mettent à l'eau avec les mêmes règles que les hommes en fait. Alors moi je pense que si, cette étude et cette question, elle mériterait franchement d'être creusée. Bon alors qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu vas pas rester là en attendant que la recherche avance ou que les ordinateurs de plongée rattrapent leur retard. Bien qu'ils pourraient le faire, si tu regardes les montres de sport par exemple, tu peux tout à fait mettre dedans indiquer si tu es un homme ou une femme. Par exemple, quand tu fais de la course à pied, moi j'ai ça sur ma montre cardio, tu peux mettre que tu es un homme ou une femme. Ça pourrait tout à fait être mis dans un ordinateur de plongée qui pourrait dès lors adapter ta sécurité, peut-être en renforçant le temps de palier, en modifiant peut-être ta vitesse de remontée, etc. Est-ce que la palanquée devrait le subir? Ben non, elle devrait s'adapter à toute la palanquée. Pour moi, c'est quoi de plus normal en fait? En attendant, ce que tu peux faire, la première chose, c'est passer en mode conservateur sur ton ordi. Ça allonge légèrement les paliers, c'est un sacrifice minime pour un gain de sécurité réel. Je vais t'expliquer une histoire. J'étais un jour en plongée, en eau chaude, quelque part au bout du monde, et j'étais en palanquée avec une dame qui avait un peu plus de 65 ans. On plonge toutes les deux avec le guide sur une profondeur de, je sais pas, entre 30 et 35 mètres. On montre les requins, tout ça, c'était super. Et à un moment, le guide regarde, parce qu'on n'était pas censé rentrer en déco. Il me demande combien de minutes avant palier. Je lui réponds, je pense que c'était 3 minutes ou 4 minutes. Il demande aux autres de la palanquer et il me fait signe, toi tu remontes avec 2 des autres, et il reste avec la dame de 65 ans sur cette plongée où il y avait quand même du courant, où c'était quand même un peu profond et où on avait accumulé les plongées puisque c'était sur une croisière de plongée.
Cette dame de 65 ans, en fait, son ordinateur, il n'était pas mis dans le même mode que le reste de la palanquée. Donc nous, on est remonté, on a fait un très long palier sur le récif, c'était super, on a vu des tortues, on a vu des tas de belles choses aussi. Et elle est restée un peu plus longtemps dans le fond et puis est remontée avec le guide. En réalité, c'était la personne la plus âgée de la palanquée, c'était une femme et c'est elle qui a été mise le plus longtemps dans une situation potentielle de danger. C'est pour ça que je te dis, si tu es une femme et si en plus tu es senior, n'hésite pas, passe en mode conservateur. Est-ce que le reste de la palanquée va râler? Peut-être, mais après tout, c'est ta vie, c'est ta sécurité et ça, tu dois absolument pas négocier là-dessus. Le deuxième point, c'est de ne jamais rater ton palier de sécurité. Et fais-le 5 minutes si c'est possible, pas 3. Fais-le systématiquement, même quand la mère, voilà, les autres, ils n'ont pas envie de rester plus longtemps parce qu'il n'y a rien à voir au palier. On a parfois des très très belles surprises. Si tu peux, arrange-toi quand tu remontes, si tu remontes sur un récif, arrange-toi pour arriver tranquillement, mais sûrement jusqu'aux 5 mètres et reste plus longtemps. Et puis, il y a des trucs pour ça. Moi, parfois, je fais semblant de faire une photo et puis je la fais en vrai. Et comme ça, après, les autres, ils s'attendent un peu plus longtemps. C'est pas grave, on est quand même en plongée pour s'amuser. On est quand même en plongée pour prendre du bon temps. Donc, ne lésine pas sur ta sécurité. Ne zappe jamais un palier de sécurité. Sauf, évidemment, s'il y a des contraintes plus graves. Panne d'air, beaucoup trop froid, mal de mer, évidemment. Mais si les conditions sont là, ne rate jamais ton palier de sécurité et fais-le plutôt 5 minutes que 3 minutes. La troisième chose que tu peux faire, c'est prolonger tes intervalles de surface. L'étude de Dan, elle a montré que chaque heure supplémentaire en surface réduit les risques d'accident. Résiste simplement à la tentation de repartir trop vite. Moi, j'aime bien d'allonger mes temps de surface le plus possible. J'aime pas trop les plongées où on part et on fait 2 plongées dans la matinée. Et même dans ces cas-là, quand les gens nous disent « commencez à vous équiper », bizarrement, je mets énormément de temps à m'équiper et je suis souvent la toute dernière à me mettre à l'eau pour allonger au maximum. Et si les autres partent après 45 minutes, moi, c'est rare que je parte avant 1 heure, franchement, voire plus. La quatrième chose que tu peux faire, c'est si tu prends une contraception ou un traitement hormonal, pilule, stérilet, etc., parle-en à un médecin spécialisé en médecine hyperbare. Est-ce qu'il sera faire quelque chose? J'en sais rien, mais au moins, il aura l'information et il va pas t'interdire évidemment de plonger, mais il va peut-être te donner des conseils pour adapter aussi tes plongées, c'est intéressant. La 5e bonne pratique à avoir, c'est de noter tes plongées et ton cycle. Si tu es encore dans un milieu de ta vie où tu as tes règles, tes menstruations, c'est peut-être la contribution la plus précieuse que tu pourras faire pour une éventuelle recherche. Et puis ça te permettra aussi de voir pour toi-même comment tu t'es senti en fonction du moment de ton cycle. Moi, je sais que je l'avais fait à un moment et on voit vraiment des différences. Un journal de plongée qui inclut tes données hormonales, c'est exactement le type de données dont un chercheur aurait besoin, à mon avis, dans le futur. Mais c'est surtout une bonne habitude pour toi, pour te connaître et pour respecter ton corps. Je veux terminer par quelque chose d'important. Dire que les femmes ont biologiquement un risque plus élevé d'accident de décompression, ce n'est pas dire, évidemment, qu'elles plongent moins bien. Pas du tout. Les femmes, elles plongent aussi bien, aussi profondément, dans des environnements variés et exigeants, ça c'est clair. Mais la maladie de décompression, c'est pas une punition pour une mauvaise technique. C'est une réaction chimique dans un corps. Et ça obéit à des lois biologiques. Et contre ça, tu peux pas faire grand-chose, si ce n'est adapter ta plongée. Parce que ces lois biologiques, elles semblent fonctionner différemment selon le sexe. La médecine l'a reconnu, dans d'autres domaines évidemment, et il est peut-être bien temps que la plongée fasse de même. Taire cette égalité de façade, c'est laisser des plongeuses plonger avec un risque qu'elles ignorent. Et ça, c'est pas de l'égalité, c'est de la négligence. Si cet article et cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-le, partage la vidéo avec ta comparse de plongée, avec ton moniteur de club aussi, pour que les gars aussi en prennent conscience. C'est comme ça que les choses vont changer.
L'article complet avec toutes les sources, il est en description. Abonne-toi à la chaîne si tu veux, je te ferai d'autres articles aussi et d'autres vidéos sur les femmes en plongée et puis sur plein d'autres choses. Mais en attendant, surtout, pense à être heureux ou heureuse sous l'eau bien sûr et en surface aussi.